Sarkozy, Borloo, Morin, Villepin et les autres. Si les querelles partisanes sont souvent perçues comme étant l'apanage de la gauche, à l'approche des élections de 2012, la droite, qui avait abordé les deux dernières présidentielles unies, connaît aussi l'effet de force centrifuge. Alliance, la Confédération des centres, assemblée autour de Jean-Louis Borloo, coalise désormais le nouveau centre d'Hervé Morin, la Convention démocrate d'Hervé de Charette et la gauche moderne de Jean-Marie Bockel. Concert des idées ou danse du centre, quand même a rallié François Bayrou, persuadé que Jean-Louis Borloo se ralliera à Nicolas Sarkozy. La Confédération doit présenter son candidat à l'automne. En attendant, Jean-Louis Borloo veut ratisser large. Villepin et ses francs-tireurs, écologistes à la mode Hulot et orphelins de DSK. Les critiques pleuvent, d'autant que certains députés radicaux, tels que Jean Leonetti, n'envisagent pas de quitter le navire UMP. UMP qui voit d'un mauvais œil toute candidature divisant au premier tour la majorité présidentielle, de peur de faire le jeu de Marine Le Pen. Le probable départ de Christine Lagarde au FMI promet un nouveau remaniement gouvernemental au début juillet, l'occasion pour le président Sarkozy d'obtenir quelques prises de guerre centristes. Des négociations musclées sont à prévoir. Dans la balance, l'Élysée ne manquera pas de mettre en jeu des investitures aux législatives. Sarkozy a-t-il encore les moyens de canaliser les dissidents? Santé, éducation, nucléaire, transport? Y a-t-il de véritables marqueurs entre l'UMP et le centre droit? Tous ces différences se réduisent-ils à des problèmes de personnes ou marquent-ils une véritable différence d'idées? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons réuni Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, et Hervé Morin, président du Nouveau Centre. Hervé Morin, vous avez été 3 ans au gouvernement ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. La majorité telle qu'elle existe est une majorité qui sera au meilleur de sa forme si elle comprend et si elle arrive à vivre sa pluralité. René Raymond a écrit il y a quelques décennies que la droite était au moins une droite d'un côté jacobine et de l'autre girondine ou orléaniste. Et je crois profondément que la droite et le centre ont besoin de vivre cette pluralité pour permettre à la majorité d'être plus intelligente. Prendre un seul exemple. En 2007, nous avons expliqué que le bouclier fiscal, c'était une mauvaise réponse à un vrai problème qui est l'impôt sur la fortune. À l'époque, le président de la République et l'UMP nous ont expliqué que c'était la bonne réforme et qu'il ne fallait pas y toucher. Nous avons eu ce sparadrap collé au doigt pendant 4 ans et il a fallu attendre 2011 pour qu'on trouve une solution pour se débarrasser de ce bouclier fiscal qui devenait gênant. Et moi, je crois que la diversité de la société française impose qu'on ait une majorité qui soit plus sur 2 jambes et qui, d'un côté, correspond à une droite plus jacobine, maurassienne, et de l'autre, un centre plus attaché à l'idée de construction et de mouvement d'une société à travers les corps intermédiaires, à travers l'ensemble des forces vives d'une nation, et qui croit beaucoup plus que le mouvement vient de la société plutôt que du haut. Ça fait partie, je crois, d'une tradition de la droite et du centre que nous n'effacerons jamais. Christian Jacob, droite jacobine maurassienne. Je pense que notre électorat n'aime pas nous voir divisés, n'aime pas que ce soit le bal des égaux et préfère qu'on soit engagé et rassemblé. C'est ce qui nous a permis de gagner à de nombreuses reprises. Ça fait 3 élections présidentielles que l'on gagne en étant rassemblés sous un seul logo, celui de l'UMP. Ça fait deux élections législatives de suite. Et ensuite, bon, je vois bien qu'on puisse essayer de se marquer ici ou là. Il n'empêche qu'on s'est toujours retrouvé sur l'essentiel. Hervé Morin a siégé au gouvernement. Est-ce que ça a posé un problème majeur au nouveau centre qu'Hervé Morin soit au gouvernement? Je ne pense pas. Il n'empêche que le nouveau centre s'est retrouvé avec nous sur la plupart des textes. Donc aujourd'hui,
que le nouveau centre veuille avoir un candidat, d'ailleurs n'y arrive pas vraiment, c'est pour ça qu'on va chercher Jean-Louis Borloo. Je pense que tout cela va nous amener à l'élection présidentielle divisée, et ça ne correspond pas à ce qu'attend notre électorat. Et les mécaniques subtiles qui nous expliquent qu'il vaut mieux diviser pour mieux additionner après, moi je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'à chaque fois qu'on est divisé, on crée de la confusion dans l'électorat, on n'est pas clair sur nos idées et on a plus de chances de perdre les élections. Ce qui est arrivé d'ailleurs au PS, ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Chevènement pour le PS. Si ce regroupement, d'ailleurs, qui est assez compliqué quand même en soi, entre Jean-Marie Bockel, qui est quelqu'un de gauche, qui est venu au gouvernement, qui s'y est plutôt trouvé bien, qui maintenant veut jouer sa propre partition. Nicolas Hulot, qui est candidat dans un parti d'extrême gauche, mais qui dit pourquoi pas, en étant en extrême gauche, me retrouver avec le centre. Tout ça me paraît assez hétéroclite et je pense que ça va créer de la confusion et ça affaiblit notre camp. Hervé Morin dit. Bon, deux choses, c'est que Christian Jacob, puisque nous sommes à la radio, Christian Jacob efface complètement la réalité de la Ve République. Quand il dit « nous avons gagné rassemblés », c'est faux, historiquement faux. J'ai eu ce débat 20 fois avec le président de la République, donc je peux le dire. De 58 à 81, nous avons gagné toutes les élections, pendant 23 ans, sur une construction qui était assez simple, une droite, disons, plus traditionnelle, et un centre et un centre-droit plus moderne. C'était l'UDF et le RPR, pour faire clair. Nous avons perdu en 81, en effet, en raison de la division. Tout le monde se souvient du second tour et du comportement de Jacques Chirac, mais surtout, je crois, parce que les Français avaient besoin d'alternance. Nous avons regagné en 86, toujours sur le même modèle. En 88, nous avons perdu parce que François Mitterrand a eu l'occasion de se refaire la cerise grâce à la cohabitation. Mais on a regagné en 93, on a regagné en 95, on a perdu en 97 grâce à une dissolution heureuse, et on a regagné en 2002 et on a regagné en 2007. Parce que contrairement à ce que dit Christian Jacob, en 2007, on est toujours sur un fonctionnement d'une droite traditionnelle d'un côté et d'un centre exprimant, disons, le rassemblement à la fois de la famille libérale de Tocqueville, de l'humanisme chrétien et du radicalisme de Léon Bourgeois. Et cette famille politique était incarnée par un homme dont plus de 70% des électeurs, dont j'ai fait partie, ont voté Nicolas Sarkozy au second tour. Alors Nicolas Sarkozy a fait un très bon score au premier tour, excellent, plus de 30%. Mais il n'empêche que sur les 7 millions de voix qui ont voté François Bayrou au premier tour, il y en a plus de 5 millions, ou aux alentours de 5 millions, qui ont voté Nicolas Sarkozy. Et je dis à Christian que je connais le discours du rassemblement des électeurs. Oui, les électeurs à la fois veulent, en effet, qu'on soit unis sur l'essentiel, mais je pense profondément qu'il y a une partie de nos compatriotes, ça représente à chaque élection présidentielle entre 15 et 20%, chaque élection, 15 à 20% d'une France qui se retrouve plus dans le discours modéré qui est le nôtre, le discours profondément européen qui est le nôtre. Et que cette France-là, si elle n'a pas de choix, à l'élection présidentielle, eh bien, cette France-là sera absente. Et sera absente peut-être pour nous, mais aussi pour la famille, le camp auquel nous appartenons. Christian Jacob. Écoutez, on peut pas. Je crois qu'il faut être pragmatique et rester sur les sujets très concrets. On ne peut pas être 9 ans au gouvernement. Si je prends l'exemple de Jean-Louis Borloo, et un an avant l'échéance présidentielle, dire non, finalement, je me suis trompé, je ne me retrouve pas dans ce candidat. Ou comme Hervé, qui était pendant 3 ans ministre de la Défense, c'est un des postes les plus importants de la République, s'y trouvait bien. Et puis, les échéances arrivant en disant non, non, finalement, écoutez, c'est pas tout à fait ça. Je pense que tout ça brouille notre image. Soit il y a des idées fortes totalement différentes, mais à ce moment-là, comment se fait-il que depuis 4 ans maintenant, tous les textes soient votés par le nouveau centre? C'est-à-dire, on vote tous les textes. Encore la réforme de l'ISF il y a 2 jours. Le projet de loi de finances rectificative, c'est pas un texte anodin.
Il est voté sur les 25 députés du Nouveau Centre, je crois qu'il y en a 23 ou 22 qui le votent. Où est la différence? Si ce n'est, c'est pour ça que je pense que si ce n'est vouloir se marquer sa différence et rentrer dans cette, et je ne le dis pas du tout de manière péjorative, mais ce bal des égaux en disant attendez, j'existe, je suis là, je pense que l'élection présidentielle ne sert pas à cela. Prenons deux choses. La première, c'est pas parce qu'on a été au gouvernement pendant un certain nombre d'années que pour autant on doit refuser de vouloir construire l'avenir. C'est notamment parce qu'on a été au gouvernement qu'on veut en tirer les conséquences. Moi, j'ai constaté que jamais, même si c'est dans la tradition de la Ve République, jamais la concentration des pouvoirs n'a été aussi forte. Et je pense que ça n'a pas servi notre majorité. Je pense qu'un président de la République qui s'occupe de tout, qui annonce des réformes tous les 3 jours, ça nuit à la lisibilité de l'action politique. Et que nous avons besoin de construire une démocratie plus équilibrée. Les centristes, traditionnellement, n'ont jamais cru en l'homme providentiel. Et moi, je n'y crois absolument pas, sauf événement historique majeur, type lendemain d'une guerre. Et donc, ça, au moins, c'est une des conséquences qu'on peut tirer d'avoir été au gouvernement. C'est qu'on a besoin d'une démocratie plus équilibrée et d'une démocratie dans laquelle la majorité est obligée de discuter, où le pouvoir est obligé de discuter avec sa majorité pour construire la meilleure solution. Quand Christian parle de la réforme de l'impôt sur la fortune et de la loi de finances rectificative, en effet, mais c'est exactement, c'est au moins ce qu'on demandait depuis 3 ans. Donc, il est logique, même si ça ne correspond pas parfaitement, mais c'est le jeu parlementaire, quand on est dans une majorité, au bout d'un moment... On peut prendre tous les textes, pratiquement. Oui, mais parce qu'on a aussi passé il y a des textes sur lesquels la majorité a voté, ou le Nouveau Centre a voté avec une partie contre, une partie abstention, enfin, peu importe. Mais l'obligation de la majorité, c'est quoi quand on appartient à une majorité? C'est de voter la loi de finances et de voter la confiance. Ce jour-là, si vous ne votez ni la loi de finances ni la confiance, c'est que vous rentrez dans une autre démarche politique. Mais ça n'empêche pas qu'en permanence, vous puissiez faire des propositions et demander à ce que les choses soient corrigées. Et moi, je tire de ces 5 années ce que j'avais déjà d'ailleurs vu de 2002 à 2007 de la même façon, d'où la raison pour laquelle j'ai toujours soutenu l'idée d'une expression politique du centre avec une majorité reposant sur 2 pieds. Je constate qu'une majorité trop monolithique, c'est une majorité qui se trompe plus. Et qu'il nous faut construire une majorité plus intelligente parce que faisant appel à la diversité des sensibilités. Je prends un exemple. Christian me dit, on pense la même chose sur tous les sujets. On a en effet un socle de valeurs communs qui fait que, pour moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute sur le camp auquel j'appartiens. Quel est ce socle de valeurs? Le socle de valeurs, c'est le principe de responsabilité individuelle, la liberté d'entreprise, la tempérance fiscale, la modération fiscale, la bonne administration publique, éviter des niveaux de dépenses trop excessifs, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels nous n'avons pas la même approche. Je vais en prendre un seul. Moi, je crois profondément qu'une des réponses au déclin du pays, qui est un déclin réel depuis 25 ans, les problématiques de compétitivité sont réelles, nous avons une balance commerciale à peu près déficitaire avec tous les pays européens aujourd'hui, pas simplement avec l'Inde et la Chine. On a 6 milliards d'euros de déficit commercial avec la Belgique, 13 avec l'Allemagne, même avec l'Espagne, maintenant on est à l'équilibre, alors qu'avant on était largement excédentaire. Cette question-là, c'est une question centrale pour le pays. Moi, je suis profondément favorable à transformer notre modèle économique sur l'idée d'une société de la production. C'est le choix des Européens du Nord. Les Européens du Nord ont fait le choix d'une construction, d'une croissance sur une société de la production. Les Européens du Sud, dont la France, ont fait le choix d'une croissance basée sur la consommation à crédit. D'où la situation aujourd'hui de nos finances publiques. Eh bien, moi, je veux bâtir un modèle fiscal sur l'idée et économique sur l'idée d'une société de la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, détaxer massivement les cotisations sociales et reporter ça sur la TVA sociale et sur une contribution environnementale. Ce sujet-là a été écarté par le président de la République en 2007. Deuxième exemple, je pense que dans un monde nouveau
qui est en train de basculer sur les rives de l'océan Indien, nous avons besoin de construire une puissance européenne, pas l'Europe intergouvernementale que nous avons vécue et que nous vivons au quotidien. Je veux une Europe capable de parler de politique étrangère, de politique de défense, de politique industrielle, et qui va vers une fédération d'États-nations, pour reprendre la vieille formule de Jacques Delors. Ça fait partie des choses qui nous différencient, même si nous avons en effet le même socle de valeurs. Mais on ne peut pas penser qu'à droite et au centre, tout est monolithique quand on accepte à gauche que les Verts et les socialistes sont à la fois dans un accord de gouvernement, de la même façon, mais expriment des sensibilités et des nuances différentes. Mais moi, je veux construire la même chose. Christian Jacob? Écoutez, sur les résultats économiques, je pense qu'on peut effectivement se comparer avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais avec beaucoup de pays de l'OCDE. Nous avons aujourd'hui des résultats, on le voit au premier trimestre, qui sont tout à fait favorables, puisqu'on est à 1 point de croissance sur le premier trimestre. On est aujourd'hui à peu près à 1,5, 1,6 de points de croissance déjà engagés. La prévision de notre budget était à 1,8 pour l'année. Donc à la moitié de l'année, on va avoir pratiquement, pas tout à fait, mais réaliser au moins 80% des objectifs de croissance. Avec des résultats sur l'emploi qui en font un des meilleurs résultats européens, avec la reprise notamment sur les emplois manufacturiers. On est à, je crois, 3,5 d'augmentation uniquement sur le premier trimestre. Il y a plus de 10 ans que ça n'était pas arrivé. Des chiffres à l'export qui sont en augmentation, 1 point d'augmentation de nos exportations sur le seul premier trimestre. Donc les résultats économiques sont là. Cette politique économique conduite à un gouvernement auquel Hervé Morin appartenait, auquel Jean-Marie Bockel appartenait, auquel Jean-Louis Borloo appartenait. Donc c'est un résultat commun que nous partageons ensemble. Sur l'Europe de la défense, aujourd'hui on voit bien heureusement que la France est à l'initiative. Heureusement que le président de la République est à l'initiative. Et ça correspond, je crois, enfin je ne vois pas en quoi Hervé Morin remettrait quelque chose en cause sur les initiatives françaises qui ont été prises ces dernières semaines ou ces derniers mois. Je crois qu'on peut tous être plutôt fiers de ces initiatives. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver où sont les différences. Ensuite, bon, sur le bloc des parlementaires UMP, 314 parlementaires UMP, 25 députés Nouveau Centre. On se retrouve sur 90% des textes qui Sur sont le bouclier fiscal que plusieurs oui, fois, parce que la loi de finances a été votée. Elle a été votée il y a 2 jours à l'initiative du gouvernement. N'oublions pas les 4 années avant, Christian. Oui, non, mais bien sûr. 4 années auxquelles tu étais au gouvernement. Oui, mais enfin, comme dirait Chevènement, il y a un moment, il y a des obligations. Un an avant l'élection. Il y a une obligation de solidarité. Moi, j'ai fait un choix, Christian. Quand en avril 2010, j'ai été convoqué à l'Élysée un dimanche soir, où le président de la République m'a dit « Si tu continues à défendre une candidature centriste, tu es viré au prochain remaniement », je lui ai dit « Je ne changerai pas d'avis ». Donc j'ai fait mon choix ce jour-là. Et je pense que nous en aurons besoin collectivement au moment de la campagne présidentielle. C'est un choix que j'ai assumé, comme Jean-Louis Borloo a refusé de rester au gouvernement en novembre 2010. Ce choix-là, nous l'avons fait parce que nous voulons construire une majorité plus équilibrée. Et les Français, en effet, nous veulent rassembler sur l'essentiel, mais ils veulent que les différentes sensibilités s'expriment. Quand tu parles de l'Europe qu'on a vécue, elle a été symbolisée au moment de la crise. On a eu un très bon président de l'Union européenne qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Mais ce n'est pas l'Europe que je veux, moi. L'Europe que je veux, c'est une Europe où les institutions européennes sont en capacité de sortir d'une démarche qui soit celle de la concurrence libre et non faussée comme toute politique. Je veux une Europe intégrée politiquement sur la politique étrangère et la politique de défense, même si la France prend des initiatives que j'ai saluées sur un certain nombre de sujets. Mais je veux aussi une Europe qui soit capable d'aller vers une gouvernance économique européenne. Nous avons besoin d'harmonisation sociale. Nous avons besoin d'harmonisation fiscale. Nous sommes l'un et l'autre, Christian plus encore que moi, profondément ancrés dans nos racines rurales et paysannes. On ne pourra pas continuer indéfiniment de construire une Europe avec autant de divergences sociales et fiscales. Même l'agroalimentaire, aujourd'hui, et Christian le sait, même l'agroalimentaire français, qu'on estimait intouchable, est en grand danger, non pas avec les Chinois ou les Indiens, est en grand danger
au sein même de l'Europe, parce que les Allemands ont décidé de mettre le paquet sur l'Europe et bénéficient d'un certain nombre de dispositifs fiscaux et sociaux dérogatoires qui leur permettent de pouvoir avoir des coûts de production moins élevés. Je donne un seul chiffre, c'est intéressant. On abattait à peu près le même nombre de porcs il y a 20 ans, autour d'une vingtaine de millions de têtes de porcs. Aujourd'hui, on en abat en France 22, en Allemagne 45. Et les coûts de production ne sont pas les mêmes. Vous allez partout en France, dans cette France rurale ou du secteur agroalimentaire, et vous constatez que le danger est partout parce que l'Europe n'a pas fait le choix de l'intégration économique, fiscale et sociale. Eh bien, moi, je porte l'idée d'une autre Europe, d'une Europe dans laquelle on décide que ce n'est pas simplement une zone de libre-échange, ce n'est pas simplement une monnaie, mais on va vers une intégration. Ça, c'est une différence que nous avons traditionnellement. Nous sommes, nous, fédéralistes. La droite plus traditionnelle ne l'est pas. Et vous verrez ce que je vous dis, si nous n'allons pas vers cela, nous irons tout simplement vers le crash de l'euro et la remise en cause de l'Union européenne. On ne pourra pas avoir éternellement autant d'écart entre des économies qui ont fait des choix radicalement différents. Ben ça fait partie des choses, me semble-t-il, qui nous différencient et qui nous permettra d'être plus efficaces et meilleurs. Moi, je ne remets pas en cause, je termine, je ne remets pas en cause notre système d'alliance. Moi, je n'ai pas aucun souci. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu de me séparer de Bayrou entre les deux tours de la présidentielle. Mais je dis que nous avons besoin d'être, d'apporter chacun sa pierre à un édifice qui sera plus solide. Christian Jacob, vous vous reconnaissez dans cette Europe-là ? Oui, dans l'Europe. Je vais revenir, mais avant, je vais revenir sur le premier point évoqué, hein, lorsque Hervé dit que les Français attendent de nous ces différences. Moi, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui me dise sur mon marché à Provins, surtout divisez-vous, on a absolument besoin que vous soyez divisés parce que l'Union ne le supporte plus. Enfin, je n'ai jamais entendu ça. Surtout si moi, j'entends Christian, j'entends plein de gens me dire, plein. J'étais la semaine dernière au congrès des notaires. Qui disent surtout divisez-vous parce qu'il y en a marre de l'Union. Les gens disent nous avons besoin d'une alternative à droite. Bah oui. Au président, oui. Bah écoute, on ne doit pas avoir les mêmes. On doit pas les mêmes. Est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, c'est ce qui s'est déjà passé, de faire le jeu de Marine Le Pen? Écoutez, c'est une question qui revient. Je pense qu'à partir du moment on sait se retrouver pendant 4 années au gouvernement, que nous avons sur tous les textes un socle commun. Je ne vois pas, au-delà du fait de vouloir exister à titre personnel à un moment ou à un autre de la vie politique, l'intérêt de la division. Surtout que cette diversité, elle existe aujourd'hui parce que l'UMP a été composée de familles différentes, parce que traditionnellement, effectivement, la droite française repose sur un trépied, c'est-à-dire la droite bonapartiste ou gaulliste ensuite, la droite libérale, les démocrates chrétiens, ça a toujours été les 3 familles composantes de la droite française. Aujourd'hui, ils sont rassemblés à l'UMP, chacun y trouve sa part, alors avec des débats internes souvent animés, mais qui fait qu'on a toujours su se rassembler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les parlementaires, je ne vois pas de parlementaires aujourd'hui, alors peut-être qu'il y en aura quelques-uns dans quelques jours, quitter l'UMP, à commencer par Jean-Louis Borloo, qui est toujours au groupe. La menace, la menace Marine Le Pen, est-ce que vous la prenez au sérieux, cette menace, ou pas? Je pense qu'on ne construit pas une élection en se positionnant par rapport à ses adversaires. On la construit sur son socle de valeurs. C'est comme ça qu'on gagne une élection, et plus la droite est sur un vrai projet bien préparé. C'est ce que nous faisons en ce moment à l'UMP depuis 2 mois maintenant. Jean-François Copé, chaque semaine, organise des conventions spécifiques. Hier, c'était sur la ruralité. Nous en avons eu, enfin, sur tous les sujets, sur l'école, sur l'enseignement, nous allons en avoir sur l'agriculture, etc., sur l'emploi, sur les minima sociaux. Donc, nous faisons ces conventions les unes après les autres parce qu'il y a besoin de débattre et que nous ne sommes pas spontanément tous du même avis. Donc, nous avons ces débats, mais à l'intérieur, ce qui nous permettra, le moment venu, d'avoir une grande plateforme de rassemblement
gouvernement. Et pour ça, on n'a pas besoin que chaque famille présente un candidat à l'élection présidentielle, dans la mesure où depuis 10 ans, on est sur le même socle. Vraiment, Non, non, je la reviens menace, sur Marine Le Pen. Marine Le Pen, Mais avant, voilà. je voudrais répondre à Christian. On a été au centre au gouvernement, donc de toute façon, ça veut dire qu'il n'y a pas de candidat. Donc ça veut dire que, grosso modo, on considère que la démocratie française, elle est appuyée sur 2 partis politiques uniquement, et que les autres ne comptent pas, c'est l'UMP et le PS. Puisque les écologistes, le Parti communiste et, disons, la gauche de Mélenchon ont participé à des gouvernements, et donc on peut considérer qu'eux non plus n'ont pas le droit de citer. Et on serait quand même dans une configuration assez curieuse, c'est que dans toutes les démocraties européennes, on accepte l'idée de la coalition. C'est-à-dire, personne ne conteste au FDP allemand associé à la CDU de porter son projet politique au moment des élections législatives allemandes. Personne ne conteste aux démocrates et aux libéraux britanniques de porter leur projet tout en étant associés au gouvernement. Il y a l'action gouvernementale et puis après, on construit l'avenir. Et il est logique que tous les 5 ans, les Français puissent avoir le choix de ceux qui vont diriger le pays. Si on écoutait Christian, Valéry Giscard d'Estaing n'aurait jamais été candidat et n'aurait jamais été président de la République. C'est aussi simple que ça, puisqu'il était en effet le ministre de l'économie et des finances du général de Gaulle. Et donc moi je dis que chaque élection présidentielle, puisque tout est construit autour de ce moment-là, eh bien les Français doivent avoir le choix. Ça c'est la première chose. Sur la deuxième chose, qui est le risque Marine Le Pen. La question de Marine Le Pen, je suis là totalement en accord avec Christian. La question de Marine Le Pen, c'est pas la question qu'on doit... on ne doit pas se positionner par rapport à elle. On doit être sur notre socle de valeurs, on doit porter notre projet politique et on doit montrer aux Français que ce que propose Marine Le Pen, c'est un drame pour la France. Disons ça comme ça. On va prendre un seul exemple. Marine Le Pen propose le retour au franc. Formidable. Retour au franc. Ça veut dire quoi, concrètement? Moi, j'ai encore tout à fait en souvenir ce qu'a été la France de 1981 à 1983. Mon père avait une petite PME dans le bâtiment et du jour au lendemain, il a vu les taux d'intérêt passer à 20%. Toute l'économie française a été étranglée parce que le franc a été attaqué. 3 dévaluations, les taux d'intérêt à 20% et les petits épargnants ruinés. Ça a été ça, le franc attaqué. Qui peut imaginer un seul instant que la sortie de l'euro n'amènerait pas immédiatement, compte tenu des niveaux de nos déficits, le franc être attaqué de la même façon? L'euro a été un formidable bouclier. D'ailleurs, trop. Tellement un bouclier, tellement un système de protection, que nous avons pu vivre avec des déficits sans s'en préoccuper, et avec un endettement qui aujourd'hui devient une menace pour la souveraineté et l'indépendance du pays. Et donc il faut qu'à la fois on dénonce le projet politique de Marine Le Pen, et que deuxièmement nous construisions notre projet politique avec nos propres solutions. Mais certainement pas d'être obsédé tous les matins en se disant quelle est la meilleure tactique pour l'autre. Parce que si vous faites ça, vous êtes sûr d'être mort. Jacob. Sur l'aberration totale et l'ineptie du retour au franc, je crois qu'on est bien, on est tous d'accord. Je voudrais revenir d'un mot sur le gouvernement économique de l'Union européenne et sur la position de la France. Prenons le sujet de l'agriculture ou de l'agroalimentaire qu'Hervé évoquait tout à l'heure. On assiste aujourd'hui à des fluctuations très importantes des produits agricoles, qu'on a connu il y a quelques années, mais pas dans des proportions aussi importantes. On voit bien qu'il y a la nécessité d'un système de régulation qui a la force d'imposer au G8 et au G20 le sujet de la régulation comme un des sujets majeurs. C'est le président de la République. C'est-à-dire qu'on voit bien, et je pense que c'est un point sur lequel on peut tout à fait se retrouver, mais si on arrive divisé pour chercher à marquer quelle différence sur ce point, quelle est notre différence? Je crois qu'on est tous d'accord de s'engager dans une régulation parce qu'on voit bien que les fluctuations nous fragilisent. Par ailleurs, on voit aussi qu'il faut avoir des politiques qui soient plus harmonisées au niveau européen. Et là aussi, la France a toujours été à l'initiative sur ce sujet. Et que ce soit Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, la ligne a toujours été la même dans ce domaine sur le plan européen. Alors, chercher à tout prix à exister sur telle ou telle différence, moi, je ne vois vraiment pas
où est, encore une fois, le sujet. Et effectivement, si le but est de vouloir se marquer, c'est-à-dire, on voit bien ce qui est arrivé avec Jean-Pierre Chevènement, tu le citais tout à l'heure, mais le résultat de Jean-Pierre Chevènement, ça a été de faire perdre son camp. Alors, on ne va pas pleurer dessus à droite, De faire mais gagner euh, Jean-Marie Le Pen? non, mais ça a été de faire perdre son camp. C'est-à-dire qu'il a mis Lionel Jospin en situation de ne pas être au deuxième tour. Alors, je ne pense pas que ce risque soit là, mais il n'empêche qu'à partir du moment où on se retrouve sur les enjeux internationaux, et je ne vois pas où est la différence, sur les enjeux européens, je pense que le courant de pensée que Hervé veut représenter, il existe aussi aujourd'hui à l'UMP parce que la majorité du socle centriste est à l'UMP et se trouve bien à l'UMP. Et donc ce courant de pensée, il existe au sein de notre famille politique. Pourquoi vouloir construire sa petite maison au bout du jardin à côté et c'est tout cela a une conséquence, c'est l'affaiblissement de notre camp. Et c'est à ça que je ne veux pas me résoudre. Alors, non, des simplement, égaux, petite maison au bout du jardin. Petite maison au bout du jardin. On veut faire une grande maison et être en situation de gagner. On n'est pas là simplement pour témoigner, on est là pour gagner. Moi, j'ai cette chance-là, c'est que j'ai vécu 2 élections présidentielles improbables. J'ai vécu celle de 2002, où 3 semaines avant le premier tour, Bayrou était à 1,5%. Il y a eu une claque à Strasbourg miraculeuse qui nous fait monter à 7%. Mais en même temps, il était président d'une formation politique qui était à peu près l'égale du RPR, qui s'appelait l'UDF. Et pourtant, ça a été très compliqué. Et l'élection de 2007, où nous étions donnés à 3%, où Christian aurait eu à peu près le même discours si nous avions été l'un en face de l'autre, et où nous avons été quasiment à une période au niveau du second tour, même si on a fini 3e. Et donc, considérer que nous sommes là simplement pour construire une petite maison, c'est pas vrai. On est là pour construire une alternative. Deuxième chose, quand Christian dit « mais les centristes, tout ça, l'UMP, ils sont représentés, c'est formidable ». Moi, je constate une chose, le président de la République est issu du RPR. Le Premier ministre est issu du RPR. Le président du parti est issu du RPR. Le président du groupe parlementaire est issu du RPR. Le numéro 2 du gouvernement est l'ancien patron du RPR. Quand Michel Alliot-Marie était là, elle était issue du RPR. Et donc, vous constatez que, grosso modo, toutes les fonctions essentielles sont captées par tous ceux qui représentaient la famille RPR quand l'UMP s'est constituée. Donc, moi, je voudrais bien, je veux bien l'entendre, mais je constate une chose, c'est que toutes les grandes fonctions, le président du Sénat, j'avais oublié, pardon, toutes les grandes fonctions et toutes les grandes responsabilités de la majorité sont des responsabilités qui ont été prises en main par d'anciens hommes issus du RPR. Donc, les centristes au sein de l'UMP, et Pierre Ménuri le dit, il était encore à une réunion hier soir en disant « Je constate que le pari que j'ai fait en 2002, je le cite, expressis verbis, hier soir à une réunion où il était avec Jean-Luc Borloo et moi-même, je constate que le choix que j'ai fait en 2002, qui est l'expression des centristes au sein de l'UMP pour faire du RPR, pour faire bouger les choses, a échoué. » C'est lui-même qui le dit. Donc j'ai le sentiment que nous reviendrons, quoi qu'il arrive, en 2012, à une construction politique qui a toujours existé depuis 1958, d'une droite, appelons-la bonapartiste ou jacobine, peu importe, et de l'autre, plus autoritaire, plus maurassienne, évoquant plus la nation, et un centre et une droite plus girondine, croyant plus aux corps intermédiaires, croyant plus à une démocratie équilibrée, et ayant une vision de l'Europe différente. Quand Christian parle des initiatives du président de la République, moi, je les souscris. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient européennes. Pourquoi être candidat contre lui si tu y souscris? Mais européennes. Moi, j'ai le souvenir. J'ai oublié. Attends, je termine sur un truc. Ouais. L'Europe, telle qu'on nous l'a fait aujourd'hui, c'est qu'on nous change les institutions européennes. Et on nomme à la tête de l'Union quelqu'un qui, si vous le croisez dans la rue, vous ne savez même pas qui c'est, qui est M. Van Rompuy. On a été choisir quelqu'un qui ne pouvait pas gêner les chefs d'État et de gouvernement. Et on a choisi Mme Ashton, avec laquelle j'ai travaillé, qui n'a absolument aucune idée sur l'Europe de la défense. Disons-le clairement, c'est à peu près ça. Donc on a modifié des institutions pour que l'Europe marche mieux, mais on s'est empressé de nommer des personnes qui n'allaient pas faire d'ombre. Et il y a un symbole formidable. C'est en 2008, au moment de la crise,
où le président de l'Union européenne en exercice, Nicolas Sarkozy, va rencontrer George Bush, alors président des États-Unis, pour essayer de remettre de l'ordre dans le système. Et ils sont, souvenez-vous de cette image, dans une petite voiture de golf, l'un et l'autre assis sur la banquette. Et derrière, là, on met le sac, le président de la Commission, Barroso. Ben, c'est ça qu'on a fait de l'Europe. Mais moi, je veux que ce soit l'Europe qui soit l'initiative, que ce ne soit pas des arrangements intergouvernementaux, mais que l'intérêt européen soit exprimé par des institutions européennes ayant l'autonomie, l'initiative pour faire bouger les choses et les équilibres du monde. Christian Jacobs, cette critique de l'État RPR. Il ne faut pas regarder l'avenir dans un rétroviseur, il faut arrêter, il faut regarder un peu en face. Moi, je veux bien entendre parler en permanence, Hervé, de Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il était président de la République. C'était il y a pratiquement un demi-siècle. Ah bon? Ben oui. C'était en 74, donc c'est pas jusqu'en 80. C'était pas hier. Donc pratiquement un demi-siècle. Ensuite, parler des partis politiques auxquels les uns et les autres ont appartenu il y a plus de 10 ans, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, moi, je suis incapable, dans les députés élus sur les 2 derniers mandats, de savoir de quelle famille ils viennent, parce que souvent, ils ont adhéré spontanément à l'UMP. Donc tout ça n'a aucun sens. Je pense qu'il faut regarder l'avenir en face, sur un projet commun, qui s'équilibre effectivement avec les différentes sensibilités qui composent les familles de droite et du centre. Et ça, nous le faisons vivre à l'UMP. Et encore une fois, les centristes, ils vivent bien, parce que j'entends ce qui vient d'être dit à propos de Pierre Megnoret, j'en suis très surpris parce que hier soir. c'est pas ce que l'on a l'habitude d'entendre Il y avait 40 témoins où chacun vit parfaitement l'engagement et la sensibilité qui est la sienne. Et on a très souvent ces débats d'arbitrage, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur des sujets comme l'immigration, sur celui du financement de la protection sociale, sur la présence des organisations syndicales dans les entreprises. Tout ça, ce sont des débats internes, mais qui vivent plutôt bien et qui nous ont permis d'avoir ce socle gagnant devant les Français, parce que les Français ont envie de nous voir rassemblés et non pas divisés. Et les divisions ou la présentation que fait Hervé, que j'entendais tout à l'heure, qu'il a évoqué avec Nicolas Hulot, avec Jean-Marie Bockel, il arrive un moment où, notamment avec Nicolas Hulot, c'est le mariage de la carpe et du lapin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être candidat dans un parti d'extrême gauche. Les Verts, c'est un point qui va nous rassembler. Je crois que c'est un vrai parti d'extrême gauche. Et en même temps, dire, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une combinaison entre nous? Non, moi, je pense que tout ça est quand même assez hors norme. Et restons sur un socle de valeurs sûres, celui qui nous a permis de gagner 3 élections présidentielles de suite et 2 élections législatives de suite. Christian Jacob, si Jean-Louis Borloo se déclarait candidat, si il était majoritaire au premier tour, et s'il devenait président de la République. Oui, est-ce que vous en additionnez beaucoup là? Tout à fait, mais c'est une hypothèse intéressante. J'ai envie de dire à Jean-Louis, il ne va pas dans cette galère, reviens à la maison. Est-ce que l'UMP accepterait d'être le parti du président Borloo? Bien sûr. Écoutez, on n'en est absolument pas là. On est sur un socle de... On n'est pas dans des combinaisons électorales. On est en train de bâtir un projet présidentiel pour préparer un nouveau quinquennat. Et c'est ça qui nous rassemble. Et aujourd'hui, force est de constater que celui qui peut nous amener à la victoire, c'est celui qui nous a permis de gagner en 2007 et qui nous permettra de gagner la prochaine fois, si son camp ne prend pas un malin plaisir à essayer de se diviser dans tous les sens. Bien sûr que Christian appellerait à construire une nouvelle majorité si Jean-Louis Borloo deviendrait... Hervé Morin, Morin deviendrait président de la République, ça fait absolument aucun doute. Ça a toujours été comme ça. Et l'UMP deviendrait le parti de votre majorité présidentielle? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé quand Jacques Chirac a été le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing? Ça a été comme ça. Je vous permets de vous rappeler que... Et pourquoi revenir 40 ans en arrière? Je vous permets de vous rappeler que nous avons vécu, alors parlons de 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, nous avons vécu des majorités de coalition. Moi, je veux bâtir une démocratie française à l'image des démocraties européennes, c'est-à-dire une démocratie de coalition. Je ne crois pas dans un système vertical dans lequel le pouvoir provient d'un homme et que ce pouvoir vous tombe dessus comme ça. Je pense au contraire que nous avons besoin de bâtir une démocratie qui repose sur une société horizontale. La France aujourd'hui vit dans un système dans lequel, dans les entreprises, on fait appel
à la conviction, à la construction d'un projet collectif qui est bâti ensemble. Eh bien, je crois profondément que nous avons besoin de bâtir une démocratie qui est à l'image de ce que sont les sociétés modernes. Et ça impose de passer par une démocratie de coalition. La démocratie de coalition, c'est on passe un accord, on le respecte durant le mandat, 4 ans, 5 ans, enfin peu importe le système, et au bout du compte, les cartes sont rebattues. Et c'est ça qu'on va faire. Et Christian appellera à voter pour le candidat centriste au second tour de l'élection présidentielle, si nous sommes dans ce cas de figure. Christian Jacob, cette démocratie de coalition? On n'est pas dans de l'humour, on est dans la construction d'un vrai projet politique. Et le vrai projet politique, on sait tous qu'il n'est pas là. Et encore une fois, qu'il laisse sur ce socle de valeurs communes qu'on a exprimé, je crois, pendant 3/4 d'heure ensemble, parce que je ne suis pas persuadé que les gens sentent les différences de fond qu'il peut y avoir, si ce n'est à un moment des différences de personnes qui ont envie de marquer un territoire. Mais ça n'est pas ça qui va rassembler les Français. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est-à-dire, bon, pourquoi ne pas unir nos forces comme nous l'avons fait pendant 4 ans, comme nous l'avons fait avant, pour préparer une plateforme présidentielle qui prend en compte effectivement les différentes aspirations, les différentes sensibilités. Et c'est ça que nous devons faire en commun. Et pourquoi aller faire sa petite cuisine sur son petit réchaud, dans son petit coin, et non pas être tous ensemble autour de la grande table de famille. Parce que les Français qui représentent 15 à 20% et qui votent centristes à chaque élection présidentielle ont le droit de compter, tout simplement. Merci Christian Jacob, merci Hervé Morin. Nous nous retrouverons à la rentrée pour une nouvelle controverse du progrès. Cette émission de Max Armanet est réalisée par Luc-Jean Reynaud. Au son, Marie Lepeintre, Philippe Brodin. La musique du générique est de Christophe. Et tout de suite, le rendez-vous de Laurent Goumard.